Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Désolée de... Je ne veux pas vous brusquer. En fait, on va commencer tout de suite la conférence pour entrer dans les temps. Je veux d'abord vous remercier d'être là pour la première conférence de l'année. Ça fait toujours aussi chaud au cœur de vous voir, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Je veux aussi profiter du moment pour d'abord remercier Télégaspé qui est avec nous encore ce soir, remercier les gens qui écoutent les conférences à la maison sur les ondes de Télégaspé. Et par le fait même, je voudrais vous signifier que le directeur de Télégaspé est présent parmi nous ce soir et qu'eux aussi procèdent au renouvellement de leur carte de membre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez vous arrêter à la table derrière en sortant pour discuter de ça avec Monsieur Igor Urban, qui est directeur de la télévision communautaire. Donc, ce soir, on a parmi nous Monsieur Alain Franck, qui est ethnologue, spécialiste d'histoire maritime, qui vient nous parler, en fait, des Gaspésiennes. Et spécifiant ici, on parle des bateaux de pêche. Monsieur Franck a conduit en fait l'étude d'appréciation de la Gaspésienne numéro 20, qui est propriété du musée. Donc, je vais lui passer la parole tout de suite. Si vous avez des questions, faites-moi signe, je vais vous amener le micro pour que Télégaspé puisse capter le son. Et comme Monsieur Franck préfère que vous interveniez spontanément, vous avez juste à me faire signe, j'irai vous voir avec le micro si vous avez des questions. Puis ensuite, on reviendra pour la clôture à la toute fin. Merci. Bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être à Gaspé ce soir pour parler de la Gaspésienne. Puis comme je dis souvent, moi j'habite Montmagny, quand je dis souvent dans la région de Québec, la Gaspésienne, c'est pas une nouvelle bière ni une chanteuse populaire. Hein. C'est un navire de pêche qui a marqué beaucoup la transition des techniques de pêche à la fin du 20e siècle. Pour faire une petite histoire courte de mon profil de carrière, j'ai étudié à l'Université Laval en ethnologie et à la maîtrise, je me suis spécialisé en histoire maritime. J'ai passé plusieurs années au Musée maritime Bernier à l'Île-sur-Mer, qui est rendu maintenant le Musée maritime du Québec. Et j'ai été plusieurs années aussi au Musée de la civilisation comme assistant à la réalisation et conservateur. De temps en temps, 2-3 fois par année, j'écris dans la revue L'Escale nautique sur le patrimoine maritime du Québec. Et ça fait peut-être une quarantaine d'années, je ne vais pas vous dire mon âge, là, mais que je travaille en histoire maritime, que je fais des recherches sur l'histoire maritime du Québec. Et comme la Gaspésienne est un navire intéressant et important dans l'histoire maritime du Québec, bien, je me suis quand même intéressé à ce navire-là. Alors, en gros, je vous dirais... les connaissances que je vous présente ce soir, c'est un peu le début des Gaspésiennes et un peu la fin. Parce que j'ai eu accès récemment aux archives du chantier d'Évis à Lévis, c'est-à-dire les agendas et aussi les livres de comptes qui ont permis d'avoir accès à une information un peu plus technique, un peu plus ponctuelle de l'évolution des bateaux pendant les 50 constructions qui ont eu lieu entre 55 et 60. Alors, ça ne dit pas tout, mais ça dit quand même un certain aspect de l'histoire de ces bateaux-là. Sont importants, comme je vous disais tout à l'heure, parce que la Gaspésienne, ça marque un peu soit la fin de la pêche traditionnelle au début des bateaux modernes. Vous savez, on ne peut pas parler de la Gaspésie sans parler de la morue, sans parler des poissons. Depuis le 16e siècle, on vient ici pêcher la morue pour la qualité du poisson. Puis aussi parce que il y a des compagnies, comme je vous apprends rien là-dessus, des compagnies jerséaises qui sont venues ici après la conquête pour commencer à établir des postes de pêche pour exploiter les riches pêcheries du golfe Saint-Laurent, un peu partout le long de la côte de la Gaspésie et de la baie des Chaleurs. Pourquoi? Parce que les rives de la Gaspésie, il y a beaucoup de grèves qui ont un des meilleurs ensoleillements. Puis c'est des grèves qui sont très bien ventilées. Alors, c'est idéal pour faire sécher le poisson. Puis, vous savez aussi, les compagnies jerséaises sont venues ici, on a pêché, on a exporté à grandeur du monde la morue. Je ne vous apprends rien non plus là-dessus. On a exporté en Europe et au Brésil la morue de première qualité. La qualité plus basse, on l'expédiait aux Antilles pour nourrir les esclaves. Puis la qualité moyenne, on l'écoulait sur les marchés locaux. Alors, on a utilisé ces navires-là, des compagnies jerséaises. On en a aussi construit ici. Alors, ça permettait de faire un trafic de la morue à la grandeur du monde. Même, on voit un très beau 3 mois ici dans le port de Gaspé en 1904. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre pour le bénéfice de tout le monde.
Alors, la pêche à la morue, bien, ça se fait avec des petites embarcations, pas très loin des côtes, de 2-3 000 du rivage, avec des embarcations de 18 à 30-35 pieds ouvertes. Il faut revenir le soir parce que le poisson ne se conserve pas. Excusez la mauvaise qualité de la photographie, là. Alors, on a utilisé pendant longtemps des barges qui avaient quand même, qui étaient reconnues pour leur indéniable qualité nautique. Par contre, elles avaient un rayon d'action limité. Il fallait revenir le soir. Il ne faut pas aller très, très loin. Puis, étaient très dépendantes des conditions atmosphériques. Alors, un mauvais temps pouvait mettre en péril une embarcation. Par contre, s'il n'y avait pas de vent, bien, il fallait souvent revenir à la rame, ce qui n'était pas évident non plus. Alors, tous les ports de pêche ont été dotés de ces embarcations-là pendant plusieurs centaines d'années. Et les techniques de pêche ont à peu près pas évolué pendant 100-150 ans. C'est resté très archaïque, toujours fait par la ligne à la main. Alors, la quantité de morue était aussi dépendante du nombre de bras qu'il y avait pour l'utiliser. On a commencé à motoriser les barges vers les années 20, puis jusqu'à vers les années 40-50, c'était l'embarcation idéale pour la pêche le long des côtes gaspésiennes et les baies des Chaleurs. Puis on a construit jusqu'en dans les années 50 ces barges-là pour la pêche à la morue. On prétend qu'on a environ construit 1 millier de barges pendant 100-150 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, intéressant façon de parler, c'est que le pêcheur, il fallait lui fournir le matériel pour construire sa barge. Puis beaucoup disaient que il arrivait chez le comptoir des compagnies jerseyaises, on lui fournissait 2 bottes et une botte de clous. Puis il fallait qu'il s'arrange avec ça pour construire sa barge. Et ça a constitué une main-d'œuvre captive avec l'endettement puis le crédit que pratiquaient les compagnies jerseyaises. Et ça n'a pas permis l'évolution des techniques de pêche sur le long de la baie des Chaleurs et dans la Gaspésie. Alors, il fallait peut-être dans les années 50, quand on a commencé à introduire le poisson frais, la pêche à la morue séchée, le marché diminuait énormément. Il fallait remplacer un peu les vieilles barges pour assurer la survie de la pêche artisanale, puis aussi soutenir l'économie régionale. Alors, on avait besoin d'un nouveau genre d'embarcation, c'est-à-dire un bateau qui était ponté, doté d'un moteur puissant avec une bonne voilure, solide pour faire des sorties régulières par mauvais temps, pouvoir demeurer au moins 2-3 jours au large, puis être assez grand pour apporter une provision de glace pour la conservation du poisson. Ce qui est arrivé, c'est que lors d'un congrès des pêcheries à Miami en 1954, les gens du ministère des Pêches ont rencontré Howard Chappell, qui est un architecte américain. C'est quand même pas un dernier venu dans le monde des bateaux traditionnels parce que il s'est intéressé très tôt aux bateaux traditionnels, puis notamment la barge de Gaspé ou la barge de Belance. Puis dans une de ses conférences, il vantait les mérites de cette barge-là. Puis les fonctionnaires du ministère des Pêches sont allés le voir et lui ont demandé s'il ne ferait pas une proposition pour justement recréer un navire de pêche typique qui pourrait s'inspirer de la barge de Belance. Chappell a fait beaucoup d'études sur les navires traditionnels et notamment sur les gréements anciens. Il a publié énormément de livres sur les bateaux de la Nouvelle-Angleterre et le long de la côte est américaine. Il a passé un bout de temps au Smithsonian Institute comme conservateur en 1956, puis il a eu le mérite de constituer une collection de modèles et d'embarcations traditionnelles qui aujourd'hui fait encore référence dans le monde de la recherche maritime. Alors, Chappell s'est penché sur le projet. Puis il avait étudié la barge pendant un certain nombre d'années ici en Gaspésie. Il a même aussi dressé les lignes de cette embarcation-là. Puis il a fait une proposition au ministère des Pêches. Un projet initial, c'était un navire comme ça, avec gréé en goélette, avec un beau pré. Le projet initial du bateau qu'il a proposé, c'était un bateau gréé en 2 mâts goélette, avec un long beaupré qui s'appuie sur le côté droit de l'étrave, un seul foc. Il y avait 2 mâts, évidemment, avec des voiles auriques, mais seul le grand mât était baumé. La misaine, elle, était conçue en bordure libre pour mieux passer par-dessus le pont pour libérer les équipements. Puis ça totalisait une surface de voilure d'environ 630 pieds carrés.
Alors, on a étudié ça ici, une fois qu'il a fait sa proposition au ministère, et il a proposé, comme je disais, un bateau avec une étrave fine, un peu élancée. On voit ici très bien en haut le beaupré sur le long de l'étrave, à droite de l'étrave. En arrière, une poupe qui se termine en pointu, très inclinée, sur le tambour sur lequel est fixé un grand gouvernail. Puis évidemment, ça c'est une des parties les plus belles que je trouve du bateau. On voit les formes évasées, puis un couple très large. On voit que le bateau est bien assis dans l'eau avec des formes très rondes comme ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une tonture assez prononcée, puis il y a une légère inversion sur l'avant qui donne un certain esthétisme au bateau. Alors ça, c'était le projet initial que Chappell a proposé au ministère en 1955. Alors on a étudié ça, tout ça. Excusez-moi. Ce qu'on a fait avec la proposition que Chappell a fait, on a éliminé le beaupré, puis on s'est dit, le phoque, on va le mettre sur le point d'amure. On va mettre le point d'amure fixé sur l'étrave, un seul phoque. Puis le mât avant ou la misaine, il ne porte pas de voilure en raison des équipements de pont. Alors seul le grand mât va être muni d'une voile aurique baumée. Alors ça, c'est la version qui a été adoptée par le ministère des Pêches suite au plan que Chappell a proposé au ministère. Alors on voit que le phoque maintenant, il est amuré sur l'étrave, il n'y a pas de misaine et une grande voile ici en arrière. On voit toujours la même tonture. On va construire la Gaspésienne numéro 1 en 1955, qui va sortir des chantiers à Lévis. Alors, on a un peu ici ce que comportaient les équipements. Alors, quand une Gaspésienne sort du chantier en 1955, elle mesure 45 pieds 3 pouces de longueur, 11 pieds de large, 5 pieds de creux, c'est-à-dire au niveau du pont. Puis, le plan de voilure du coton numéro 10, qui est rendu maintenant à 245 pieds carrés. Puis un petit rendu en arrière de 4 pieds 3 pouces à peu près. Propulsé par un moteur de 34 forces, on va monter pendant la période de construction jusqu'à 40-48 forces de moteur. Roston et Hornsby. C'est un moteur qui est conçu en Angleterre, puis le fabricant est représenté ici par la firme Laurie et Lamb de Montréal. La compagnie anglaise va ouvrir par la suite une usine en Ontario puis un bureau à Montréal. Puis ici, sur la péninsule gaspésienne, le service est assuré par Bruno Laflamme de Rivière-au-Nord. Puis les pièces sont disponibles ici à Gaspé, au magasin John Leckie. Puis le moteur, lui, c'est 34-36 forces selon les séries, un réducteur du 3 pour 1. Il est refroidi à l'eau de mer, puis l'hélice a 28 pouces de diamètre pour 24 pouces de poids, ce qui est quand même assez gros. Puis c'est fabriqué par les machineries Mercier de Lévis, qui ont été aussi spécialisés dans les scies à une certaine époque. Le moteur propulse le bateau à une vitesse de 8 nœuds, puis un réservoir à carburant de 77 gallons. Par la suite, il va être porté à 90 gallons, puis on va en mettre 2, un de chaque côté de la timonerie. Le wheelhouse en bon français. Alors, sur la poupe, l'entrée de la timonerie se fait par une porte en arrière ici, sur la cloison en arrière. Puis la timonerie, c'est un volume qui n'est pas très grand. En fait, c'est un abri qui contient un strict minimum, une roue à gouverner, un compas, une sondeuse, un contrôle moteur, puis ainsi que peu d'espace de rangement. Puis souvent, le barreur, par intempérie, pourra s'asseoir sur un strapotin durant les intempéries. Évidemment, la timonerie se prolonge avec un roof en avant à laquelle on accède par un panneau pour le compartiment moteur. À l'avant, un panneau coulissant aussi, comme on voit là, qui mène au poste d'équipage qui loge sous le pont. Ça augmente un peu la hauteur sous barreau. Le barreau, c'est les pièces transversales qui font le pont. Il y a 4 couchettes là-dedans, un petit poêle au charbon, de bois, de cuisinette, mais peu de rangement. C'est vraiment exigu, comme on parlait tout à l'heure avant la conférence. Les équipements de pont, il y a un guindeau mécanique, il y a un rouleau qui est boulonné sur la lisse de pavois pour la pêche à la palangre, une roue externe ainsi qu'un levier d'embrayage, puis un contrôle de guindeau qui complète l'installation sur le pont de pêche. Le guindeau ici, qu'on a appelé un gurdy, qui permettait justement de soulager les efforts pour sortir la palangre de l'eau. Si mon souvenir est bon, je pense que c'était des lignes de 50 brasses. Dans certains contrats, on spécifie qu'on
certains gurdies doivent être équipés d'un niggerhead. C'est les deux assiettes qui sont là. Hein, un peu de deux assiettes inversées. Puis les pêcheurs ont finalisé par un peu adapter tout ça à leur convenance. Ils ont même enlevé ça, puis ils ont mis deux pneus pour sortir les filets maillants de l'eau. Alors, c'est un peu ça qui complète, à la sortie du chantier, la première gaspésienne qui a été construite. Puis il y a aussi, un treuil mécanique ici pour le chalutage.